Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans le beau studio de 28 minutes. Regardez-moi cette belle équipe autour de la table. Bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, comme quoi les vacances, finalement, c'est assez accessoire, on va se dire ça. Allez, l'actualité, c'est la Cisjordanie en proie à des violences de plus en plus intenses entre colons israéliens et palestiniens. Ce week-end, un cap a été franchi avec l'incendie d'une mosquée dans un village du nord du territoire. يعني جامع معبد هذا شو ذنبه يعني ليش حتى يعني لو شجره لو سياره لو دابه اجركم الله ليش تبنهم يسرقوها مش من حقهم هذا. Alors pourquoi les colonies israéliennes sont-elles devenues un enjeu majeur de la politique de Benyamin Netanyahou? Le chef du gouvernement israélien est-il prisonnier de ses ministres d'extrême droite? Se dirige-t-on vers une annexion prochaine de la Cisjordanie? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous rejoindrons ceux qui ont lancé avec succès la Chronicas, vous savez, la fameuse danse de l'été que tout le monde adore, à savoir Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Alors au menu de vos chroniques ce soir, Marjorie. Vous avez sans doute remarqué que sur LinkedIn, toutes les publications se ressemblent un petit peu. Et bien maintenant, on sait pourquoi grâce à une étude, et c'est la faute à Alia. Bien sûr, comme toujours. Et vous, Théophile? Les incendies ravagent toujours les Landes, la Gironde, le Var. Nos amis pompiers n'en ont malheureusement pas fini avec ces feux. Vous allez voir, éteindre définitivement un feu de forêt, ça peut prendre des années. Je vous explique tout à l'heure comment ça marche. Alors on vous retrouve en fin d'émission, car avant cela, nous allons partir au musée. Alors actuellement, on parle beaucoup de restitution d'œuvres d'art pillées, mais le débat n'a rien de nouveau. Et non, il se posait déjà au 19e siècle. Et figurez-vous qu'à l'époque, les intellectuels du monde entier se divisaient sur le sujet. Alors oui, j'en sais des choses, je sais. Enfin, c'est surtout grâce à l'historienne Bénédicte Savoie, spécialiste du sujet et qui vient nous en parler tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Bénédicte Savoie. Bonsoir. Alors vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin. Votre dernier livre, c'est celui-ci, 1815, Le temps du retour, restituer l'art en Europe après l'Empire napoléonien, publié aux éditions La Découverte. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir. Bonsoir Julia Vonest. Bonsoir. Alors c'est vrai que quand on parle de restituer des œuvres d'art, on pense tout de suite au débat actuel. Emmanuel Macron, on en a énormément parlé, mais on se rend compte que cette question, quand on voit cette date, 1815, remonte à plus de 2 siècles. À plus de 2 siècles et même encore plus longtemps, mais c'est vrai qu'il y a 2 siècles, s'est produit le grand premier débat mondial, européen, mais avec une résonance de New York à New Delhi, mondial, sur la question de savoir si les œuvres que la Révolution française s'était appropriées en Europe, et puis Napoléon aussi, s'il fallait les rendre ou les garder. Alors de tout ça, on va en parler dans un instant, mais on va voir pourquoi vous avez le profil idéal pour nous parler de ce sujet. Et Olivier Boucreux nous explique pourquoi. Bénédicte Savoie, vous êtes historienne de l'art et des musées et vous retracez les objets déplacés par la guerre ou la colonisation. Les restitutions, c'est pas une affaire du passé. Il ne s'agit pas de se flageller pour le passé colonial. Il s'agit de réfléchir à ce que nous voulons faire au XXIe siècle avec ce que l'histoire nous a légué. Pour faire parler les œuvres, vous avez le profil idéal. Paris, années 80, père prof de français, mère au foyer. À 15 ans, vous entrez dans l'atelier théâtre d'Olivier Py. Vous jouez dans ses premières créations, peignez, rêvez de cinéma. L'auteur Jean-Luc Lagarce vous achète même une toile. Vous auriez pu devenir comédienne ou chef opératrice. Vous choisirez les coulisses de l'histoire. Un échange scolaire vous conduit à Berlin. Vous y restez et consacrez votre thèse aux œuvres saisies en Allemagne par la France autour de 1800. Au Louvre, son président Pierre Rosenberg vous associe au catalogue d'une exposition sur Vivant de Nom, premier directeur du musée sous Napoléon. Vous découvrez l'étude des provenances. Derrière une Néfertiti arrivée à Berlin, par exemple, vous cherchez qui a déplacé l'œuvre et au nom de quel pouvoir. Pour ce qui me concerne, parce que c'est mon métier, je vois son absence. Je vois son absence à l'endroit où elle n'est plus, c'est-à-dire à Tel El Amarna, en Égypte. Depuis, vous suivez les voyages forcés, ces translocations, comme vous dites. En 2018, Emmanuel Macron vous confie avec le Sénégalais Felwine Sarr un rapport sur les restitutions du patrimoine africain. Il ouvre une brèche et conduit à des retours vers le Bénin et le Sénégal. En 2023, vous publiez Le long combat de l'Afrique pour son art. Il faut surtout penser à ceux à qui ça revient, les jeunesses de ces pays africains qui n'ont pas le contact avec leur patrimoine.
Dans À qui appartient la beauté, vous ne vous contentez pas de poser la question, vous montrez qu'une œuvre n'est jamais seulement belle, elle agit sur ceux qui la regardent, comme son absence sur ceux qui en ont été privés. Avec 1815, le temps du retour, vous revenez au moment où l'Europe réclame à la France les milliers de pièces accumulées sous la Révolution et l'Empire. Une histoire ancienne, mais une question toujours actuelle. Que fait-on du passé quand il continue d'habiter le présent? Restituer, dites-vous, ne vise pas à effacer l'histoire, mais à la rendre visible et à y réinscrire les voix absentes. Voilà, BX Savoie, votre livre, donc 1815, le temps du retour. En quoi, finalement, la fin du Premier Empire est une date charnière en ce qui concerne le débat sur la restitution d'œuvres d'art, parce que ça va enflammer les intellectuels du monde entier. Hein. Vous le citez dedans, il y a les frères Grimm qui vont prendre position, il y a Stendhal, il y a Goethe aussi, alors des noms qui semblent assez improbables aujourd'hui. Mais pourquoi ça va enflammer à ce point-là bien cette époque ? En réalité, ce qui enflamme l'époque, c'est de se faire tout voler. Que tout soit concentré à Paris. Depuis 1794, la Révolution française décide que l'art est un produit de la liberté, qu'il faut donc le ramener au pays de la liberté, c'est-à-dire la France. Et cette centralisation massive s'accompagne de la création d'un musée incroyable, que les Français appellent à l'époque le plus grand musée de l'univers, le Louvre, qui épate les Européens. Donc on est dans une chose ambivalente. D'un côté, la blessure de cette fée spoliée, dépouillée, et de l'autre, la reconnaissance qu'un musée est une chose intéressante pour l'histoire de l'art, etc. Et justement, vous parlez de géopoésie, ça veut dire quoi ? Je parle de géopoétique, parce que tout ça, évidemment, c'est une géopolitique. Les armes et les arts sont liés. Mais la géopoétique, c'est le fait que les déplacements inspirent des mouvements artistiques, inspirent des poètes, inspirent des gens d'esprit. Et tous ceux que vous évoquiez tout à l'heure, les frères Grimm, Goethe, etc., tout cela, ce sont les témoins de l'époque. Et pas seulement les gens connus. Oui. Aussi les gens inconnus, et en plus des femmes. Oui, c'est bien sûr. La Révolution française, vous l'avez dit, l'Empire napoléonien aussi a donc volé des milliers d'œuvres d'art. On pense à peut-être l'une des plus connues, parmi la longue liste, celle de ce tableau de Rubens, Le Martyr de Saint-Pierre, qui a été rendu à l'Allemagne en 1815, justement, cette date emblématique. Est-ce que vous diriez que ça fait partie du déshabillage du Louvre ? Alors, le déshabillage du Louvre, c'est une expression qu'on trouve dans les... Et qu'on retrouve dans votre livre aussi. Comme dans Striptease, stripping, qu'on retrouve, je le cite, d'un Britannique. Oui, en effet, le Louvre va être déshabillé, va être vidé d'une grande partie de sa substance, et donc il va changer de nature à ce moment-là. Et les Britanniques de 1815, certains viennent, comme Walter Scott, faire du tourisme de l'évacuation du Louvre. Ils viennent spécialement au Louvre pour regarder ça, pour voir ce qui se passe. Ouais. Et c'est un moment, en effet, inédit. On n'a jamais eu un aussi grand musée dans le monde. On n'a jamais eu un musée aussi brutal dans le monde. Et on n'a jamais eu, à l'époque, une restitution aussi quasi complète. Et ces trois choses ensemble font que ce qui a été écrit à l'époque, ce qui a été pensé à l'époque, nous concerne encore aujourd'hui. Ils sont allés très loin dans la réflexion sur ces questions. Alors forcément, quand on parle aussi de restitution, on pense tout de suite à une œuvre d'art qui nous vient en tête et qui date d'il y a très longtemps. C'est forcément la frise du Parthénon au British Museum actuellement. Ça fait toujours l'objet de bisbilles entre la Grèce et la Grande-Bretagne. Mais d'après vous, jusqu'à où et quand faut-il remonter finalement dans l'histoire pour dire qu'on en est propriétaire finalement de cette œuvre et est-ce qu'il faut la rendre jusqu'à quand finalement? Est-ce qu'il y a des dates précises? Je fais deux réponses rapides. Oui. La première, c'est que cette histoire des frises du Parthénon, en effet, elle est totalement liée à 1815. C'est au moment où les Britanniques comprennent qu'avoir un grand musée national comme ça, c'est utile pour l'affirmation du pays, qu'ils vont décider d'acheter ces frises. D'accord. Chose à part. À partir de quand il faut remonter dans l'histoire, je pense que c'est pas exactement comme ça que, en tout cas moi, je poserai la question. Je préfère poser la question à sens inverse. Jusqu'à quand les héritiers de cette histoire-là, c'est-à-dire nous, nos enfants, nos parents avant nous et grands-parents, jusqu'à quand on veut faire comme si c'était normal de s'être approprié le patrimoine des autres dans des conditions de non-consentement. D'accord. Et ça, c'est vraiment une responsabilité du présent. Pour ce qui me concerne, je pense que c'est bien si dans certains domaines, et celui qui touche l'Afrique notamment, on ne lègue pas le problème à la génération qui vient encore après. Je trouve ça très bien que les adultes d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous soyons occupés de cette affaire et que ça avance. Et bien justement, on va parler de ça avec vous, Julia, puisque le 9 mai dernier, la France a voté une loi historique qui permet de restituer les œuvres coloniales. Oui, c'était une promesse d'Emmanuel Macron qui datait du début de son premier quinquennat. Il aura fallu donc 9 ans pour que cette loi soit votée à l'unanimité au Parlement. Objectif de ce texte, simplifier
justifier la restitution des biens coloniaux arrachés par la France entre 1815 et 1972, date à laquelle l'UNESCO a fixé le principe de restitution dans le droit international. Alors il y aurait près de 150 000 biens africains actuellement dans les musées français. Par exemple, ces statues pillées en 1892 par les troupes coloniales et qui ont été rendues au Bénin en 2021, parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, la procédure était extrêmement lourde du fait du principe de l'inaliénabilité. Chaque objet devait passer par un vote à l'Assemblée nationale, mais donc avec cette loi du 9 mai dernier, il suffira simplement d'un décret et la France devient donc le premier État à se doter d'un cadre général de restitution des biens coloniaux. Depuis le passage de ce texte, pour le moment, aucune œuvre n'a été physiquement restituée. Mais qu'est-ce que ça implique en fait le vote de ce texte? Est-ce que par exemple ces 150 000 biens africains qui sont actuellement dans les musées français, qui pourraient être tous rendus à d'autres pays? Bon, d'abord, vous l'avez très bien décrit, c'est un événement historique. C'est énorme. C'est comme la chute du mur de Berlin pour les questions qui nous occupent. Ah oui. Avant, il y avait ce principe d'inaliénabilité du patrimoine qui faisait en sorte que quand des réclamations étaient formulées, on partait de l'idée de non. C'était pas possible. Yet. Avec cette loi-là, on part d'une possibilité. Ça change tout. Quand on essaye de négocier quelque chose et qu'on part d'un oui possible, évidemment, la situation est tout à fait différente. Vous avez aussi souligné le fait que ça a duré longtemps, depuis 2017, 9 ans, c'est long et tout. Si on pense à la durée de l'absence de ces œuvres dans leur pays d'origine, depuis 1892, vous l'avez dit, c'est très court, 9 ans. C'est très long pour les gens de 20 ans. C'est très long pour mes étudiants. C'est pas allé assez vite, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé avec ça, c'est un changement de mentalité considérable. Si vous avez écouté les débats à l'Assemblée nationale, ce qu'on constate, c'est qu'en l'espace de seulement 9 ans, on est passé de mission impossible, tabou, on n'en parle pas, à une Assemblée nationale qui, à l'unanimité, est d'accord pour ce projet-là. Donc, en effet, pour le moment, rien n'est rentré tout de suite dans l'immédiat. Et vous disiez tout à l'heure, maintenant, il faudra simplement, ce sera sûrement pas simple. Il y a encore plein d'écueils, mais ça va se faire. Vous parlez, quand vous parlez des reconstitutions, vous dites que c'est des reconnexions, c'est des nouveaux départs, mais vous dites surtout pas réparation. Pourquoi ? Bonne question. Pourquoi je n'utilise pas le terme de réparation ? C'est sûrement pas pour faire exprès de le contourner, mais c'est parce que probablement je pense plutôt à l'idée de l'avenir, c'est-à-dire reconnexion. C'est un effort, disons, que va faire une société pour se réapproprier son histoire, y compris la nôtre. Se souvenir qu'on a été dans des conditions de pillage colonial, etc. Tout le monde doit se reconnecter avec quelque chose. Mais la réparation est là, vous avez raison, une forme de réparation qui n'est pas comme dans une équation. C'est pas on rend égal, c'est réparé. Parce que les dommages sont bien plus importants que simplement ceux qui concernent le patrimoine artistique. Un mot sur les biens volés et spoliés. En 2022, l'Allemagne a rendu à la France des ouvrages de Voltaire volés lors de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup, finalement, d'œuvres d'art françaises à l'étranger, nous, cette fois-ci, que l'on pourrait recevoir, qu'on nous a spoliées aussi? Alors, c'est toujours compliqué de mettre une nationalité sur des œuvres d'art. Il existe des œuvres qui ont été spoliées à des familles juives en France, qui étaient des familles juives françaises. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est une œuvre d'art française ? Je ne sais pas, mais en tout cas, en effet, pendant la période nazie, pendant l'occupation, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des familles françaises, juives et autres, pour des raisons raciales, des familles poursuivies, ont dû céder, ont été forcés de céder ou ont vu leur patrimoine confisqué. Donc, dans ce sens-là, on peut dire oui, il existe des choses ailleurs. Et puis, le marché de l'art a fait en sorte que ce soit vendu et que ça se disperse. Mais je ne dirais pas que la France est le pays qui a été le plus souvent victime de ce genre d'appropriation illicite et violente. En tout cas, c'est un sujet passionnant, et c'est-à-dire à voir que ça remonte il y a quelques temps, voire plus de 2 siècles même, mais déjà il y a 2 siècles, 1815, Le Temps du Retour. C'est votre dernier livre, Bénédicte Savoie, c'est aux éditions La Découverte. Merci beaucoup d'être passé ce soir par 28 minutes pour nous parler de cet ouvrage. Merci à vous. Allez, passons maintenant à notre débat. Se dirige-t-on vers une 3e intifada ? De nombreux médias israéliens s'inquiètent et craignent un futur embrasement de la Cisjordanie, en cause les violences qui ont éclaté ce week-end entre Israéliens et Palestiniens. 6 morts, puis le cycle de la vengeance s'est enclenché avec des représailles de la part des colons israéliens sur plusieurs villages palestiniens. Comment les colonies sont-elles devenues un élément central de la politique de Benyamin Netanyahou ? Va-t-on vers une annexion prochaine de la Cisjordanie alors que se profitent des élections en Israël à l'automne prochain ? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem.
Benyamin Netanyahou a foulé le sol américain, mais garde un œil sur le Proche-Orient. Après Gaza, l'Iran et le Liban, la Cisjordanie occupée s'est enflammée à son tour, littéralement. Maisons incendiées, mosquées et champs brûlés, routes coupées, arrestations. La situation semble hors de contrôle. Regardez-moi tous ces milliers d'arbres qu'ils ont déracinés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos arbres? Je patienterai au point que la patience n'en pourra plus de ma patience. Mais une fois que notre patience sera épuisée, viendra alors l'explosion. Dans une Cisjordanie occupée déjà en ébullition, la violence est encore montée d'un cran vendredi dernier. Ce jour-là, des dizaines de colons israéliens armés investissent le village palestinien de Tel. La situation dégénère. Un Palestinien désarme un colon et là-bas, l'armée israélienne tire à son tour. Bilan, 4 villageois palestiniens tués, ainsi qu'un colon et un soldat israélien. Ce qui s'est passé à Tel et ce qui se passe encore dans les autres localités est le résultat de la violence aveugle des colons. Personne ne les arrête. Personne n'essaye de les retenir. Ces événements tragiques, l'extrême droite israélienne entend les mettre à profit. Partisane d'une annexion du territoire palestinien, elle veut hâter son agenda. À 3 mois des législatives et en difficulté dans les sondages, Benyamin Netanyahou abonde dans son sens et lance, je cite, une vaste opération antiterroriste. Il accélère également la reconnaissance d'avant-postes israéliens. Concernant la Judée-Samarie, les instructions consistaient à pénétrer dans les villages, à les fouiller, à saisir des armes et à procéder à des arrestations. Poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et contre l'humanité, jusqu'où ira Benyamin Netanyahou? La situation est-elle condamnée à s'enliser pour des raisons électoralistes? Le Premier ministre israélien est-il devenu un danger pour son propre pays? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Guillaume Deltel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à RFI, ancien correspondant en Israël et Palestine, auteur du podcast palestinien et co-auteur du podcast Carte d'identité israélien. Selon vous, les violences de colons contre les Palestiniens se sont démultipliées après le 7 octobre. C'est là que la notion de vengeance, dites-vous, est apparue dans l'argumentaire israélien, avec la sécurité de la population comme argument principal. À vos côtés, Gil Miaili, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, président du conseil scientifique de la revue Conflit. Votre livre, La culture du combat en Israël, est paru chez VA Éditions. Selon vous, il n'y a pas d'accélération de la colonisation depuis le 7 octobre, mais il y a une forme de laisser-faire, dites-vous, assumé de la part du gouvernement israélien. Face aux violences des colons, la société reste divisée. Et puis, Sylvaine Bull, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste de la violence politique, des conflits et d'Israël. Votre livre, Israël après le 7 octobre, est paru aux éditions PUF. Selon vous, les sionistes religieux suprémacistes ont pris une place plus forte chez les colons. Netanyahou va se radicaliser pour se maintenir au pouvoir et le vrai clivage, dites-vous, électoral se jouera entre un État plus religieux et sécuritaire et un État plus démocratique. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et la carte du jour. Oui, c'est la carte des colonies israéliennes en Cisjordanie. On les voit ici, elles sont en orange sur la carte, toutes ces colonies. Au total, 500 000 Israéliens vivent dans les colonies, aux côtés d'environ 3 millions de Palestiniens. Dans Jérusalem-Est, il serait autour de 200 000 Israéliens. Est-ce qu'il y a, Sylvaine Bull, une accélération de la colonisation depuis les massacres du 7 octobre ? Oui, il y a une accélération de la colonisation, il y a surtout un changement de régime et de nature de la colonisation, avec des colons qui sont davantage religieux, des colons qui sont davantage militaires, des militaires qui sont davantage colons et des colons qui sont aussi de plus en plus suprémacistes ou sionistes. Et il y a une accélération de façon sporadique, surtout au nord, moins au sud, mais au nord. Mais on ne peut pas... en effet, contester le fait qu'il y a une accélération et aussi un changement de régime et puis surtout un laisser-faire. Alors, Guillaume Nettel, on a l'impression, en ce moment, il y a une montée en tension, véritablement, notamment vendredi, lorsque à Tel, alors ça se trouve près de Naplouse, donc en Cisjordanie, une attaque de colons a fait 5 morts, il y a eu 3 morts côté palestinien, 2 morts côté israélien, et là, forcément, eh bien, les versions divergent. Qu'est-ce qu'on sait exactement de cet événement ? Au départ, c'est l'entrée d'un
certain nombre de colons dans ce village palestinien de Tel qui crée cette situation de tension. Il semble derrière que un des habitants palestiniens du village ait désarmé les colons, parce que les colons qui sont rentrés possédaient des armes sur eux, et que là il y a un échange de coups de feu qui a eu lieu. Il y avait aussi l'armée qui était présente à proximité des colons, et que cet échange de coups de feu a impliqué à la fois du coup les Palestiniens notamment qui avaient récupéré cette arme, les colons et les soldats israéliens. Des attaques de colons de ce style dans les villages palestiniens, il y en a, c'est assez courant. On a vu des destructions de maisons, de champs, des arbres déracinés, des violences parfois mortelles. Est-ce que, Guy Miraili, on voit que les plaintes des Palestiniens débouchent très peu finalement sur des condamnations? Je crois que c'est autour de 6%, 6% et demi. Pourquoi? Alors, la différence majeure depuis l'arrivée au pouvoir de Netanyahou et sa coalition, c'est qu'il y a une complaisance. Une partie de la coalition pousse les colons pour aller plus loin, plus vite, pour créer de la friction, pour créer des incidents, parce que, selon eux, d'abord l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement très à droite, puis le 7 octobre, c'est une occasion, parce que pour eux, l'histoire n'avance pas de manière régulière, ça avance par des sauts. Tous les 50, 60, 80 ans, il y a une opportunité géopolitique pour changer les choses, changer la composition ethnique d'un territoire, changer les frontières. Et ils pensent que c'est ça leur fenêtre de tir maintenant. Et les choses s'accentuent ces derniers mois parce qu'ils craignent que cette fenêtre est en train de fermer, parce que les sondages ne sont pas favorables à l'actuelle majorité. Il n'y a pas une augmentation démographique. Certains disent qu'il y a même une petite diminution. Là où on voit une expansion, c'est dans le nombre d'endroits qu'ils occupent. Alors, les chiffres de la paix maintenant, si je peux me permettre, de l'organisation de la paix maintenant, montrent quand même une hausse constante du nombre de colons. Alors, il y a des villes, des ultra-orthodoxes dans les territoires avec une croissance extraordinaire. Il y a les quartiers de Jérusalem qui sont considérés par la communauté internationale comme des colonies, et c'est une autre dynamique démographique. Mais ces villages avec des colons ultra-religieux, avec des très très grands kippatik tricotés, avec les tzitzit dehors, avec les kalachnikovs ou avec les M16, ces gens-là, leur nombre n'augmente pas. Un mot aussi, justement, par rapport, on parle de cette population-là, mais Sylvain Bull, le Premier ministre israélien a parlé de légaliser des avant-postes. Alors, est-ce que vous pourriez juste nous expliquer la différence entre avant-postes et colonies? Alors, d'ailleurs, les ultra-orthodoxes ne sont pas des colons. En général. Sur les avant-postes, ce sont des jeunes, en particulier 30 à 35 en général, qui sont sionistes religieux, qui occupent illégalement des fermes ou des parcelles, surtout en vue de les régulariser et en vue d'amener un projet qui est plus ou moins religieux, plus ou moins sioniste religieux, plus ou moins théocratique. Il y a aussi des décroissants et des écologistes dans les avant-postes. Et tous ne sont pas violents. Les violents sont plutôt au nord, mais au sud, vous avez vraiment des avant-postes qui sont américains et qui sont beaucoup plus bigarrés, hybrides. Alors, en effet, la régularisation, elle concerne une partie des avant-postes seulement, ceux et celles qui sont sans doute les plus faciles à démanteler, où il y a sans doute le moins de collusion avec l'armée, ou ce que moi j'appelle la milicisation des forces de défense. Voilà, on parle de régularisation parce que normalement les avant-postes ne sont pas admis par la loi israélienne, contrairement aux colonies. Ça, il faut bien le préciser. Voilà, ce sont deux choses. Depuis 2023 et 2024, parce qu'avant, il n'y avait aucune, y compris sous le régime de Netanyahou et de Likoud, il n'y avait aucune régularisation des avant-postes. Que ce soit la cour, que ce soit l'armée, était extrêmement rigide. Et maintenant, en effet, il y a un laisser-faire assez exponentiel. Et pour revenir à la question des plaintes, la fin du guichet de défense des Palestiniens. On voit en effet une accélération, en tout cas à ce niveau-là. On va le voir avec vous, Julia, face à l'accélération de la colonisation. Alors, les Pays-Bas ont décrété, eux, un embargo sur les produits des colonies israéliennes de Cisjordanie. Oui, à partir du 22 septembre prochain, tous ces produits ne pourront plus entrer aux Pays-Bas. C'est une annonce qui a été faite il y a quelques jours, le 21 juillet précisément, par le gouvernement néerlandais. En fait, cette question des sanctions économiques agite toute l'Europe depuis plusieurs semaines. Plusieurs options sont étudiées par la Commission européenne. Première option, interdire les importations, comme le font donc les Pays-Bas.
Deuxième option, augmenter les droits de douane de façon très élevée. Et puis, troisième option, mettre en place des licences d'exportation. C'est ce que proposent notamment la France et la Suède. Mais les Européens, pour le moment, peinent à s'entendre et aucun accord global n'a été trouvé. Pour l'heure, les décisions sont donc prises au niveau de chaque État. On a parlé du cas des Pays-Bas, mais ce n'est pas le seul pays. Après l'Espagne en 2025 et la Belgique le 18 juillet dernier, l'Irlande aussi est en passe à son tour d'interdire l'importation de produits issus des colonies. Les biens seront interdits, mais pas les services. En fait, pour la question des biens, les Européens sont confrontés à un problème de traçabilité. Selon les estimations de la Commission européenne, le commerce avec les colonies représente seulement 0,5% des échanges entre l'Union européenne et Israël. Mais une ONG basée à Tel Aviv estime qu'en fait, le volume est en réalité bien supérieur. Pourquoi ? Parce que les produits qui viennent des colonies, considérés comme illégaux, eh bien, sont bien souvent étiquetés comme étant israéliens et donc ils passent entre les mailles, si je puis dire. Guilhem Deltay, je me tourne vers vous parce que vous connaissez bien cette région, vous connaissez bien notamment les colonies israéliennes et les territoires palestiniens. Est-ce que vous pensez que ce type de rétorsion économique peut être efficace ou que c'est avant tout symbolique ? Je pense que c'est avant tout symbolique. Après, ça peut être efficace si c'est effectivement suivi des faits. Il y a la difficulté, vous le soulignez, de la traçabilité. Ça fait déjà plusieurs années en fait que l'Union européenne a adopté un système dans lequel normalement, alors les produits issus des colonies n'étaient pas interdits de vente en Europe, mais ils devaient être estampillés comme étant issus des colonies. Or, en fait, il y a finalement très peu de produits israéliens qui sont estampillés des colonies parce que soit il y a un passage à un moment donné sur le territoire internationalement reconnu d'Israël qui leur permet, avant l'exportation, de dire c'est un produit en fait qui vient de la partie non contestée du point de vue international du territoire. Soit il y a une dénomination un petit peu plus floue. J'ai vu par exemple dans un magasin des dates israéliennes indiquées, Cisjordanie-Israël. Je ne suis pas sûr que le consommateur de base se dise Cisjordanie égale territoire occupé, égale date qui vient d'une ferme qui est une colonie. Et donc, en fait, je ne veux pas acheter ce produit-là. Donc, dans la dénomination qu'on peut avoir de ce produit, effectivement, c'est assez compliqué. Et toute cette traçabilité pose effectivement une difficulté aux importateurs, aux commerçants, pour que cette mesure puisse être véritablement efficace et peser sur l'économie israélienne. Alors, suite à ces attaques de colons qui sont assez nombreuses donc, en Cisjordanie, de plus en plus de voix s'élèvent dans la société israélienne, notamment dans les médias, pour dénoncer ce que l'un des chefs de l'opposition israélienne, Yair Lapid, appelle le terrorisme juif. En fait, il annonce que le gouvernement doit le combattre en ces termes, par tous les moyens. Donc ce terme, en fait, il est apparu dans les années 80 et est devenu concret le 4 novembre 1995 avec l'assassinat d'Yitzhak Rabin. C'est notre archive du jour. À mort Rabin, ce slogan a été scandé à toutes les manifestations de la droite et de l'extrême droite israélienne depuis l'accord d'Oslo en septembre 1993. Jamais la police n'est intervenue pour faire cesser ces appels au meurtre. L'assassin d'hier soir, bien qu'il ait agi seul, a donc réalisé le souhait de milliers de manifestants de droite et d'extrême droite. Le 2 octobre dernier, des rabbins kabbalistes avaient lancé une malédiction à Rabin pour qu'il meure le plus vite possible. Gil Miraeli, 30 ans plus tard, est-ce que vous diriez que c'est cette branche radicalisée de la population israélienne qui a gagné ? Ils n'ont pas gagné, mais ils sont plus forts qu'ils ne l'étaient. Alors, pour le terme de terrorisme, il faut mettre un peu d'ordre. Ce qui se passait avec Yitzhak Rabin, c'est, je dirais, c'est de la violence politique. C'est pas de terrorisme, même s'il y a une violence politique. Dans l'histoire d'Israël et de Yishuv, donc ce qui existait avant la création de l'État d'Israël, et jusqu'à aujourd'hui, il y a 3 moments. Le premier moment, c'est sous le mandat britannique. Là, il y avait un véritable mouvement terroriste dans les années 30 et 40. Il y avait des gens qui pensaient que la seule façon de se débarrasser de mandat britannique, c'est en faisant des attentats contre des civils de manière indiscriminée. Donc il y avait des attentats dans les années 30 et jusqu'à l'attentat très connu à l'hôtel King David à Jérusalem. Et donc ça, c'est un premier moment. Deuxième moment, c'était dans les années 80, où déjà, dans le colonie de Cisjordanie, c'était beaucoup moins important qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà un réseau de personnes qui ont décidé que la seule façon de torpiller
les volets palestiniens des négociations avec l'Égypte est de tuer les nouveaux maires palestiniens élus en Cisjordanie. Et donc ça, c'est le mouvement, on appelle ça les mouvements clandestins. Et ça, c'est vraiment du terrorisme. Voilà, c'était poursuivi également par le gouvernement à l'époque. Mais là, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler vraiment un terrorisme. Là, aujourd'hui, c'est autre chose. Ce sont des gens qui descendent de leur village et qui font de pogroms dans les villages à côté. Donc c'est de la violence politique, mais ce n'est pas exactement ce qu'on a en tête quand on dit terrorisme. Ce n'est pas pour diminuer aux disculpés. Vous êtes d'accord, ce n'est pas du terrorisme ? Alors moi, je n'emploie pas le mot de terrorisme parce que je pense que c'est une violence politique sporadique, même si elle est croissante. Elle n'est pas para-étatique, parce que le terrorisme remonte en effet aux années 30. Ouais, c'est ça, ouais. Mais par contre, les formes... Maintenant, on voit qu'il y a des tentatives d'assassinat, en effet, qui fait que la forme se rapproche du terrorisme parce qu'on cible désormais des personnes. Alors, on va le voir avec vous, Julia. Justement, ça arrive dans un contexte particulier. Hein. Oui, le contexte, c'est qu'il va y avoir des élections législatives. On connaît la date maintenant, ce sera le 27 octobre prochain, avec Benyamin Netanyahou qui se représente. Ça fait près de 20 ans qu'il est au pouvoir, le Premier ministre israélien. Il n'est pas en très bonne posture, puisque selon les derniers sondages, eh bien, 42% des électeurs du Likoud, donc de sa formation politique, envisagent de voter pour une autre formation. Est-ce que ça signifie, selon vous, Guilhem Delteil, que peut-être ces élections marqueraient la fin du règne de Netanyahou ? Je me garderai de faire un pronostic, en fait, ayant suivi un certain nombre d'élections. Est-ce que c'est la première fois qu'il est réellement menacé, le Premier ministre israélien ? C'est toujours des élections très serrées, il faut le dire, en Israël. C'est pas la première fois qu'il est menacé. Moi, j'étais correspondant à Jérusalem entre 2016 et 2020. Il y a eu une période de crise politique, d'élections à répétition. Je crois que j'ai couvert trois scrutins en l'espace d'un an et demi. Il y avait une figure qui émergeait aussi, qui paraissait être en capacité de rivaliser avec Benyamin Netanyahou. En l'occurrence, c'était Benny Gantz, un ancien chef d'état-major, qui du coup avait la carrure sécuritaire qui rassure aussi une partie des Israéliens. Et donc il y avait cette idée que oui, il était menacé. À chaque fois, il arrivait à s'en sortir, ou en tout cas à créer une situation qui faisait qu'il n'y avait pas d'alternative à lui. Il n'a pas forcément gagné les élections, mais en fait, il n'a jamais véritablement perdu les élections, au sens où Israël est un pays, un régime parlementaire, où chaque parti qui arrive en tête aux élections doit être en capacité quand même de créer une coalition. Aucun parti n'a jamais gouverné seul en Israël. Et donc, du coup, il ne s'agit pas simplement d'arriver en tête et de pouvoir revendiquer légitimement ce poste de Premier ministre, mais d'arriver aussi à former la coalition. Voilà, d'avoir un bloc. Exactement. Et sous sa gouvernance, on a quand même vu le Likoud s'extrême droitiser. Netanyahou a mis en première ligne des ministres qui sont sur le devant de la scène et qui sont quand même parmi les plus radicaux. Je pense notamment au ministre des Finances, lui-même colon, il vit dans une colonie en Cisjordanie, Bezalel Smotrich, qui a pris la parole samedi, juste au lendemain des attaques dans la colonie de Tel. On le regarde. בימים בהם הטרור הערבי מרים את ראשו, התשובה צריכה להיות מוחצת. פירוק תשתיות הטרור, רדיפת אחרון המחבלים וביצור אחיזתנו בארץ מולדתנו. אני מתחייב בשם כולכם, אנחנו נמשיך בעזרת השם לחזק את חלוצי ההתיישבות והחוות הגיבורים. הם חומת המגן של מדינת ישראל. Les colons en héros, ils vont se sentir pousser des ailes, Sylvaine Bull. Est-ce qu'ils vont tout faire là pour accélérer les annexions avant justement les élections ? Oui, alors il faut d'abord rappeler que les propos de Smotrich, ils sont contraires au judaïsme et ils sont contraires au sionisme, parce que rien ne dit dans le judaïsme et dans le sionisme qu'on doit attaquer, détruire du bétail, des maisons, etc. Deuxièmement, Smotrich n'a pas beaucoup de poids dans l'agenda électoral, parce que les gens ne sont pas forcément pro-colonie. Par contre, tout est fait, en effet... Il est lui-même candidat, d'ailleurs. Voilà, mais Ben Gvir pèse beaucoup plus que lui électoralement. Ben Gvir, qui est un autre ministre de la coalition, justement. Lui a véritablement un électorat qui est pour lui. Mais en effet, tout est fait pour que les colons, qui représentent une frange tout de même assez résiduelle, même si elle est augmentante, soit en effet qu'une coalition leur soit offerte. Oui. Alors on le voit aussi, Guy, justement, on va le voir justement ce chiffre. Regardez, selon sondage Medium Institute, donc institut israélien, 40% des Israéliens s'opposent à des sanctions contre les colons en Cisjordanie. Ça veut dire, est-ce qu'ils approuvent pour autant ? Alors, la vraie question lancinante, c'est qu'est-ce que c'est qu'un État juif ?
Est-ce qu'un État juif peut être un État des droits ou est-ce que c'est de manière inéluctable une théocratie? Et qui a les derniers mots? Donc, il y a des gens qui ne sont pas très différents, par exemple de Smotrich, c'est quelqu'un comme Naftali Bennett. Donc, il y a des religieux sionistes qui sont pro-colonisation, mais qui sont aussi républicains et pour l'État des droits. Donc, la question que les Israéliens devraient trancher, ou essayer de trancher, en octobre, c'est est-ce qu'il faut aller vers une sorte de loi de 1905, ou est-ce que, séparation de l'Église et de l'État. Trouver un modus vivendi qui permet d'avoir un État des droits, une démocratie libérale, ou est-ce qu'on va vers une autre possibilité, c'est d'évoluer vers un État qui est de plus en plus en théocratie? Alors, un mot sur ces élections, justement, Guillaume Dettel, rapidement. Il y a un nom qui semble émerger, on parle beaucoup encore de Netanyahou, forcément, mais c'est celui de Gadi Eisenkot. Donc, c'est un ancien chef d'état-major, dit plutôt de centre-droit. Est-ce que c'est ce type de personnage, aujourd'hui, qui pourrait accéder au pouvoir, s'il arrive une nouvelle fois, comme vous nous l'avez expliqué, à faire une coalition? Mais est-ce que il peut menacer Benyamin Netanyahou? Aujourd'hui, c'est effectivement son parti, Yachar, qui arrive en tête dans les intentions de vote, pas de beaucoup. Il a, dans les sondages d'aujourd'hui, je crois, un siège de plus que le Likoud de Benyamin Netanyahou. Mais c'est en tout cas, effectivement, un rival sérieux. Il a pour lui d'être un ancien officier supérieur, un ancien chef d'état-major, donc encore une fois, ce profil militaire dans un contexte où, évidemment, les questions sécuritaires sont majeures pour les électeurs israéliens. Il a aussi le fait qu'il paye dans sa chair le prix des guerres qu'Israël est actuellement en train de mener, parce qu'il a perdu son fils à Gaza dans des combats. Son fils était soldat engagé à Gaza. Son neveu, quelques jours plus tard, est décédé aussi dans des combats à Gaza, alors que Benyamin Netanyahou, lui, son fils, Yair Netanyahou, est en Floride. Et ça joue. Il y a une rancœur. Il est d'origine marocaine. D'accord. Et c'est ça qui pèse le plus. Parce que l'un des piliers de la coalition de Netanyahou, donc il y a les ultra-orthodoxes, les colons, et souvent des juifs d'origine de l'Afrique du Nord qui sont en train de prendre leur revanche sur leur intégration ratée dans la société israélienne. Et donc, il s'est nourri de ces tensions pour attiser une sorte de haine entre juifs séfarades et ashkénazes, et aussi surprenant et hallucinant que ça puisse être, ça joue beaucoup aujourd'hui. Sylvain Bull, je voyais réagir. Oui, la division ashkénazi mais séfaradi, mais elle n'est pas forcément valable. Ce que je crois, pour revenir sur l'hypothèse Eisenkot, moi je ne l'y crois pas vraiment, mais de toute façon, personne n'est devin, ça va être extrêmement serré. Je ne crois pas qu'Eisenkot soit en mesure de ramasser une coalition qui sera forcément plus à droite, qui sera benviriste, qui sera suprémaciste, sioniste religieuse, et éventuellement à droite. Et Eisenkot n'a pas en mesure de ramasser, semble-t-il, enfin, nous verrons, le centre droit. Mais ce qui est crucial, c'est que ce sont des élections qui sont vraiment à la tournée de chemin. Soit l'État d'Israël se maintient, au sens sioniste, au sens d'État démocratique et libéral, soit il devient non pas théocratique, mais sioniste religieux et religieux. On voit en tout cas ces deux choix et bien retenir la date. Ce sera le 27 octobre prochain, donc ces élections législatives regardées par le monde entier. Merci beaucoup à vous trois d'être venus débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes. À suivre les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Et nous verrons comment LinkedIn, vous savez, le réseau social, est devenu ce réseau qui utilise le plus l'IA, et même pour les réponses à vos messages. Voilà, ça explique bien des choses. Avant de nous demander, éteindre définitivement un incendie, comment ça marche? Mais avant cela, rejoignons Victor de Quiver, le Caruso de la culture G. Aujourd'hui, vous dînerez moins bête. Encore une question que tout le monde se pose, mais vraiment, en passant à table. La démocratie américaine est-elle née à Nîmes? La démocratie américaine est-elle née à Nîmes? La question vous paraît farfelue, et pourtant. En 1785, 9 ans après son indépendance, la Virginie doit construire un nouveau Capitole à Richmond, le bâtiment où les députés vont voter les lois du nouvel État. C'est le symbole de la jeune démocratie américaine. Et qui cherche-t-on de le dessiner? Thomas Jefferson, ancien gouverneur, passionné d'architecture et surtout ambassadeur à Paris.
Jefferson n'a qu'une obsession, rompre avec l'architecture coloniale britannique. Il veut un bâtiment qui crie « On est une république comme les Romains ». Il étudie les temples antiques. En mars 1787, il part en voyage dans le sud de la France. À Vienne, en Isère, il découvre le temple d'Auguste et de Livie, un temple romain superbe. Il note qu'il est comparable, pour ses belles proportions, à la maison carrée. Puis, il poursuit sa route vers Nîmes. Et là, il découvre la maison carrée de Nîmes, un temple romain vieux de 2000 ans. Cette fois, c'est le coup de foudre total. Il écrit à une amie « Me voici, madame, à contempler pendant des heures la maison carrée comme un amant devant sa maîtresse. » Un futur président qui fantasme sur un bâtiment. Jefferson fait équipe avec Charles-Louis Clérisseau, un architecte français. Ensemble, ils transforment le temple en Capitole. Jefferson fait même fabriquer une maquette en plâtre qu'il expédie à Richmond. Sauf que Jefferson dirige tout ça depuis Paris, à 6000 km. Les ouvriers prennent des libertés, ils ajoutent un sous-sol, changent les colonnes. Jefferson est furax, mais bon, quand le bâtiment sort de terre en 1788, ça impressionne si fort que cette histoire d'amour avec Nîmes lance toute l'architecture américaine. Les autres États copient la Virginie et, ironie du sort, en 1801, Jefferson devient le 3e président des États-Unis et gouverne depuis le Capitole fédéral de Washington, lui aussi inspiré, entre autres, par le temple de Nîmes. Voilà, vous dînerez moins bête. Merci Victor Decuyver, véritable architecte de la régalade de chaque instant. Merci beaucoup. Allez, il est temps de les retrouver, Marjorie Adelson et Théophile Cossa pour vos chroniques. On commence avec vous, Marjorie. On va parler d'une étude qui fait beaucoup parler. Elle cible notamment LinkedIn. Oui, le fameux réseau social du monde du travail. 13 millions d'utilisateurs réguliers en France. Des publications qui se veulent inspirantes, mais qui finissent toutes par se ressembler et un peu nous lasser. Bienvenue donc dans le petit monde merveilleux de LinkedIn. Alors on n'y croise que des gens heureux et fiers d'annoncer une promotion. Il n'y a pas d'échec, uniquement des leçons de vie. Et c'est aussi le seul endroit où le récit d'un train raté peut devenir une leçon de management en 5 points, alors que dans la vraie vie, on est tout simplement hors de ses gonds. Alors je ne connais pas votre degré de tolérance à ces fameux postes, mais sachez, moi non plus j'en ai pas beaucoup, sachez qu'une bonne partie d'entre eux ne sont pas, Jean-Mathieu, écrits par des humains pleins d'entrain, ni même par des humains tout court. C'est justement ce que révèle l'étude de Pangram. C'est un outil qui a analysé 1 million de publications sur différents réseaux, et voici ce qu'il en ressort. Sur LinkedIn, près de la moitié des posts longs, c'est-à-dire de plus de 250 mots, et bien plus de la moitié de ces posts-là sont écrits par l'IA. Et ça ne s'arrête pas là, 23% des commentaires sont aussi générés par elle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que concrètement, quand vous lisez un post LinkedIn et ses commentaires, il y a donc de grandes chances que vous soyez le seul humain de cette conversation. Alors pour lutter contre ça, le réseau a décidé de, on va dire, favoriser notre créativité. Voilà, on peut dire ça comme ça. À l'école, quand on triche, on est puni. Là, c'est un peu pareil, mais en version douce, LinkedIn a mis en place un système qui détecte les posts générés par l'IA. Alors on n'a pas un zéro d'office, il ne faudrait pas non plus décourager les clients, mais l'algorithme l'ajout profil bas, il ne met pas la publication en avant. Autrement dit, ce post ne franchira pas la barre de votre premier cercle de connaissances. Alors l'ironie de cette histoire, parce qu'il y en a quand même une, c'est que sur la version payante, LinkedIn propose lui-même un bouton pour écrire une publication à l'aide de l'IA. On peut voir ça comme une manière de vous titiller. Alors saurez-vous résister à la tentation ? Bien sûr. À l'appel, évidemment, tous à l'appel de la facilité. Dorénavant, si vous voulez percer, c'est donc à votre cerveau et à votre authenticité de jouer. Le test de Turing est donc officiellement inversé. Sur LinkedIn, c'est à l'humain de prouver qu'il n'est pas une machine. C'est pas facile, en effet. Merci beaucoup, Marjorie, pour cette chronique. Allez, Théophile, on l'a vu encore aujourd'hui, donc les feux ravagent toujours la Gironde, les Landes, le Var également. Il va probablement falloir des semaines aux pompiers pour les éteindre pour de bon. Et dites-nous justement, éteindre définitivement un feu, comment ça marche ? Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Pour le comprendre, retournons à Fontainebleau, 2200 hectares ravagés par les flammes entre le 12 et le 14 juillet. 2 semaines plus tard, des centaines de pompiers restent mobilisés sur place. Pourquoi ? Eh bien parce que même si les flammes sont éteintes, la menace, elle, ne l'est pas. Première mission, surveiller. Pour ça, les pompiers traquent le moindre point incandescent sur une branche, sur une souche, avant de le noyer à grands coups d'eau. Deuxième mission, sécuriser la lisière de l'incendie. Il ne faudrait pas que la chaleur des cendres puisse embraser la végétation épargnée à côté. Donc ils arrosent à fond tout autour de la zone sinistrée et ils creusent des tranchées dans la terre. On appelle ça
le travail de sape, d'où le nom de sapeur-pompier, pour éviter de nouveaux départs. Mais en fait, le problème, c'est que la vraie difficulté, elle n'est pas en surface, non, elle se trouve sous terre. Hein. Oui, parce que, aussi dingue que ça puisse paraître, le feu peut continuer à se développer en sous-sol, quand bien même il est éteint à nos pieds. On appelle ça les feux zombies. En fait, à Fontainebleau, comme en Gironde d'ailleurs, le sol est fait de tourbes, vous savez, un mélange de sable et de végétaux morts qui s'accumulent depuis des siècles. Donc même à 50 cm de profondeur, il y a des épines de pin, des copeaux de bois très secs et surtout de l'air. Résultat, un feu de tourbe invisible à l'œil nu peut couver dans le sol pendant des jours, des semaines, des mois, et même se propager sous terre avant de ressurgir à la surface des centaines de mètres plus loin. Un phénomène amplifié par le dérèglement climatique, bien connu par exemple au Canada, où le feu peut continuer comme ça de couver sous la neige pendant l'hiver. Pour les pompiers, c'est donc, rien qu'à Fontainebleau, 22 000 hectares à surveiller. Alors heureusement pour eux, ils utilisent des drones équipés de caméras thermiques pour repérer les points chauds, y compris ceux qui sont en profondeur. Mais ensuite, c'est un travail de fourmi. Il faut se rendre sur place. Alors en camion, mais tout le massif n'est pas accessible. Il faut terminer à pied, avec un seau-pompe rempli d'eau sur le dos, ça pèse 23 kilos. Il faut retourner la terre, noyer encore et encore, parfois juste pour un tout petit foyer, puis recommencer comme ça, plus loin. Et je ne veux pas casser l'ambiance, mais ce job peut prendre des années. Vous vous souvenez des terribles incendies déjà en Gironde en 2022 ? Eh bien, tenez-vous bien, le dernier sous-sol en combustion a été éteint en mars 2025, presque 3 ans après. Je termine avec la devise des sapeurs-pompiers français. Courage et dévouement, elle n'a jamais pris autant de sens qu'aujourd'hui. Voilà, et particulièrement en application, en effet, en ce moment, dans le sud-ouest de la France. Merci beaucoup, merci. Mes amis, à suivre sur Arte, votre série animée Putain de chat, puis un documentaire, tiens, on en parle justement plus que jamais d'actualité, la Méditerranée en feu, ou comment la crise climatique met ce coin du monde sous la pression des incendies féroces. Nous, on se retrouve bien sûr demain pour un nouveau numéro de 28 minutes. Tchuss.